À Monaco, on appelle le chef de gouvernement ministre d'État. Ce poste clé a traversé une zone de turbulence ces derniers temps avec la disparition de Didier Guillaume, le refus d'obstacle de Philippe Métou, l'intérim de la monégasque Isabelle Béraud-Amadei. Et, en juillet, l'arrivée d'un énarque français expérimenté connu pour sa rigueur. Sur le papier, c'est le retour d'un profil préfectoral au ministère d'État. Sauf qu'il a été préfet en Corse et à Marseille. Des postes sensibles, complexes, loin de la simple gestion et plutôt comparables à des missions de stabilisation. Nous avons voulu partir à la rencontre de Christophe Mirmand, ministre d'État de la Principauté de Monaco. Bonjour monsieur le ministre d'État, je vous en prie si vous voulez bien me suivre. Monsieur Laguesse, bienvenue dans ce bureau. Bonjour Monsieur le Ministre. Bienvenue dans mon antre de travail. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce bureau, je ne vois pas beaucoup de touches personnelles. Alors peut-être n'ai-je pas eu le temps depuis mon arrivée de pouvoir le décorer à ma guise, et puis je n'ai pas forcément l'habitude de présenter des objets personnels. J'ai quelques livres qui traînent sur mon bureau, mais en général guère plus. Mais j'aurai peut-être le temps à un moment ou à un autre de rajouter quelques tableaux que je pourrais trouver pour permettre d'égayer les murs. Mais vous ne considérez pas ici que vous êtes juste dans un bureau de passage? Non, pas du tout. J'y suis tôt le matin, tard le soir. Et ça n'est pas un bureau de passage, c'est l'endroit où je passe le plus clair de mon temps. Tôt le matin, vous arrivez à quelle heure? En général vers 7h30 le matin. D'accord. Et je repars, il est souvent fin de soirée, 23h, minuit parfois. Ah oui, 7h30, minuit. En général, ce sont souvent mes horaires de Mais travail. là, vous êtes tout seul quand vous arrivez le matin et vous êtes tout seul quand vous repartez le soir. Vous ouvrez, vous fermez. Voilà, exactement. Je m'assure que les lumières soient bien éteintes dans les bureaux. Non, je plaisante. Ces dernières années, il y a eu un ministre d'État diplomate. Il y a eu un ministre d'État préfet, ce qui est plutôt la norme. Il y a eu un ministre d'État au profil plutôt politique. Vous êtes quoi? Parce que vous êtes un préfet. Oui. Vous avez eu un profil un peu plus politique lorsque vous étiez directeur de cabinet de Manuel Valls. C'est vrai. Lorsque j'étais à Marseille, dans mes premières semaines à Marseille, je crois que c'est un article du supplément hebdomadaire du Monde qui avait titré « Mais qui est Christophe Mirmand, ce préfet diplomate ?» Donc vous voyez, il y a moyen de concilier les caractéristiques finalement des deux postes. Et c'est un petit peu ce que je retiens de mon parcours professionnel, c'est à la fois la nécessité d'être ancré dans un territoire, dans un pays, comme c'est le cas ici dans la Principauté, de pouvoir en connaître ou en comprendre les particularités, les singularités, mais en même temps aussi d'être dans la capacité d'écoute, d'empathie, de bienveillance vis-à-vis de ses interlocuteurs. Et c'est, je crois, ces deux aspects d'une personnalité qui peuvent permettre de marquer sa façon de travailler, peut-être même son passage et peut-être aussi ses interlocuteurs. Ce qui est particulier ici, quand vous arrivez en tant que ministre d'État, c'est que vous ne choisissez pas vraiment votre équipe. Vous n'avez pas vraiment de cabinet. Vous êtes un petit peu parachuté là, choisi par le prince sur proposition c'est vrai. De la France, mais vous n'arrivez pas avec votre équipe. J'ai toujours considéré que lorsqu'on prenait le commandement d'un navire, d'une certaine façon, on le prenait avec son équipage. Et que par définition, les collaborateurs avec lesquels j'étais amené à travailler pouvaient m'apporter leur loyauté, leur appui. J'ai jamais eu la nécessité, le besoin, l'envie de choisir des collaborateurs que j'emmènerais avec moi de poste en poste. Et lorsque le moment venu... C'est pourtant une pratique assez courante. J'en ai jamais ressenti le besoin. J'ai toujours eu Vous la chance. vous adaptez à l'équipage. Je m'adapte et j'attends d'une certaine façon de mes collaborateurs qu'ils me challengent également aussi. Pas qu'ils soient systématiquement d'accord avec ce que je leur demande. Je n'attends pas d'avoir de leur part un avis qui soit si strictement conforme au mien. Donc en réunion, ça ne doit pas être oui chef, oui chef, oui chef. Non, jamais. Ce que j'attends, c'est au contraire de leur part parfois des avis différents, parfois des analyses divergentes, parfois la contradiction. Mais une fois que la décision est prise, il faut qu'elle soit mise en œuvre et sans état d'âme, sans arrière-pensée, sans hésitation. Une fois que le cap est fixé, il faut y aller. Absolument. Et c'est un cap que le gouvernement fixe, c'est un travail collectif, c'est
instance collégiale et il faut, une fois que la décision est prise au sein du gouvernement, que nous puissions ensemble avancer pour la mettre en œuvre. Donc votre approche, c'est Marine nationale? Si je puis m'exprimer ainsi, c'est une manière de voir les choses. Le capitaine de frégate Mirman n'a pas reçu que des missions sur le terrain. Il a aussi eu des responsabilités à Paris, comme en 2020, lorsqu'il a été secrétaire général du ministère de l'Intérieur en pleine pandémie. Un passage place Beauvau dont il a conservé certains réflexes. Je vois une porte capitonnée, donc déjà, c'est parce qu'il y a de grands secrets qui se discutent ici ou Il y a des réunions qui ont un caractère parfois confidentiel. Il y a même des réunions dans lesquelles il est souhaitable de ne pas avoir de téléphone ou d'électronique à côté de soi. Là, vous faites quoi dans ce cas-là? Dans ces cas-là, on les place dans un bureau voisin, ou on les place dans une autre pièce. Pourquoi? Vous pensez que vous pouvez être écouté? Vous savez que vous pouvez être écouté? Cela fait partie des mesures, j'allais dire, d'hygiène. Qui vous écouterait? Des puissances étrangères? Des intérêts économiques? Je ne sais pas. Je n'en ai pas forcément. Donc c'est de la pure précaution. Crainte. C'est une mesure de précaution. En général, dès qu'on parle de dossiers classifiés, à partir il y en a à Monaco des dossiers classifiés. Il y a des dossiers qui relèvent de la sécurité nationale, qui peuvent exiger que les échanges partagés avec des personnes qui sont habilitées à cet effet. Donc il y a plusieurs dizaines de personnes qui sont habilitées, voire plusieurs centaines à des niveaux d'habilitation différents. Et lorsque vous avez besoin de partager des informations qui peuvent relever d'un niveau secret ou très secret, eh bien vous considérez qu'il est prudent de ne pas avoir de dispositif électronique dans votre bureau parce que cela fait partie des risques potentiels auxquels nous pouvons être exposés. Monsieur le ministre, au bout de 6 mois, vous avez compris qu'il n'y avait pas grand-chose qui restait secret à Monaco. Il y a quand même des choses que vous pouvez souhaiter voir garder confidentielles, et c'est la raison pour laquelle... Un certain temps. Un certain temps, avec un certain nombre d'interlocuteurs. Christophe Mirman a connu une vingtaine d'affectations dans sa carrière et se qualifie lui-même comme un nomade administratif. Mais de son bureau à sa résidence, pas de grand voyage, c'est la porte à côté. Ce haut fonctionnaire français a été nommé ministre d'État par le Prince, qui dispose depuis 20 ans de la possibilité de nommer un Français ou un Monégasque. Pour vous, est-ce que ça a des vertus que ce soit un Français qui soit ministre d'État? C'est la possibilité pour le souverain de choisir qui il veut nommer ministre d'État. C'est une nomination qui doit se faire en confiance naturellement avec la France, avec le président de la République, mais c'est un choix qui revient au souverain. Et je crois que pour lui, c'est la possibilité de choisir une personne qui, venant de l'extérieur, n'est liée à aucun dans la principauté, ce qui peut être un avantage aussi dans les fonctions de ministre d'État. D'accord. Et c'est aussi une fonction qui peut être importante pour l'expérience qui a été acquise, qui a été accumulée. Et c'est la raison pour laquelle le choix d'un haut fonctionnaire français, préfet, diplomate, peut avoir naturellement aussi cette vertu pour le souverain, à qui il revient seul de décider du début et de la fin du ministre d'État dans ses fonctions dans la principauté. Vous n'avez pas de mandat clair. Vous ne dites pas « je suis là pour 3 ans, je suis là pour 5 ans ». C'est une fonction qui dépend de la confiance qui est manifestée par le souverain. Et naturellement, c'est pour moi un honneur de servir la communauté monégasque, l'État monégasque, sous l'autorité et la bienveillance du prince. On lit à droite à gauche que vous seriez partant. Vous savez, il y a des blogs, des sites qui ont un rapport particulier avec la que vérité. Vous lisez ? Que je lis, mais j'allais dire comme les feuilletonistes du XIXe siècle, Eugène Sue, Paul Féval. On adorait les lire parce qu'il y avait du bruit et de la fureur. Personne ne pouvait imaginer qu'il s'agissait de la vraie histoire ou de la vérité vraie. Donc il y a forcément, naturellement, une part de curiosité, mais je peux vous assurer que je suis heureux le matin, quand je rejoins mon bureau, d'assumer les fonctions qui sont les miennes. J'en mesure naturellement l'honneur et je peux vous dire que je suis naturellement extrêmement fier d'être ici dans ces responsabilités. Donc vous êtes parti pour rester ? Je suis, en tout cas, tant que le prince le décidera, heureux et fier de le servir et de servir l'État monégasque. D'accord. Donc vous êtes à fond dans votre mission. Absolument. Il ne faut pas plus attacher d'importance que cela à ce type de blog, à ce type de site. Je crois qu'il est important de pouvoir
avoir connaissance de l'information qui peut être diffusée sur la principauté. Et précisément aussi, c'est une de mes responsabilités avec mes équipes, de pouvoir s'efforcer au plan international, dans les relations également aussi avec Paris, de corriger une image souvent péjorative de la principauté, qui est parfois faite de clichés, de raccourcis, les faits qui apparaissent comme étant souvent mis en avant sont parfois des sujets qui sont insignifiants, voire caricaturaux, voire avec la volonté souvent également aussi de choquer, de froisser, de heurter. Et il faut donc faire en sorte que ces informations ou ces racontards ne soient pas perçus comme étant des vérités vraies, mais qu'ils soient relativisés et renvoyés à ce qu'ils sont. En fait, donc vous traitez ces informations-là et vous cherchez à les relativiser? Oui, absolument, parce que la mission... Ça ne glisse pas sur vous comme sur les ailes d'un canard? Non, la mission du ministre d'État, c'est aussi de faire en sorte que la principauté soit défendue, soit présentée sur ce qu'elle fait de bien, ce qu'elle fait de façon positive. Nos efforts qui sont entrepris pour sortir de la liste grise du GAFI doivent être salués, pris en compte à leur juste valeur, pour permettre précisément de montrer aussi ce qui a été accompli comme effort, ce qui a été réalisé pour permettre de respecter les standards internationaux. Et cela fait partie des objectifs du gouvernement, de la lettre de mission que le prince m'a donnée lorsque j'ai pris mes fonctions, de pouvoir aussi agir pour présenter ce qui est fait dans la principauté, conformément aux attentes d'ailleurs de la communauté internationale. Christophe Mirmand affirme vouloir aller au bout de sa mission. D'autant qu'à Monaco, les chefs de gouvernement doivent prêter serment devant le prince avant d'effectuer leur mandat depuis le ministère d'État, d'où l'on peut admirer une grande partie du pays. Ah oui, c'est une des plus belles vues quand même de Monaco. La ville sous les yeux, l'amphithéâtre magnifique, le port, la mer. D'une façon un peu symbolique, quand on est sur cette terrasse, quand on est dans ce bâtiment comme ministre d'État, on a un petit peu le sentiment que toute la communauté monégasque vous regarde et s'assure que vous puissiez bien travailler pour son bénéfice. Vous vous sentez exposé? Non, en tout cas, je n'ose pas dire regarder, mais pour moi, c'est une occasion extraordinaire de contempler un des paysages urbains les plus fascinants que l'on puisse trouver, je pense. Et qu'est-ce que vous avez compris de Monaco? Là, à ce stade, si on fait un point, 6 mois après, vous êtes rentré en fonction le 21 juillet. Mais vous arrivez quand même dans un pays où le précédent ministre d'État, ou pas vraiment le précédent, celui qui avait été nommé avant vous, avait jeté l'éponge. Oui. Donc là, vous vous dites quoi? C'est un choix personnel qui avait été le sien. De manière assez dramatique, en disant qu'il y avait des forces obscures à l'œuvre ici en principauté. Je ne prétendrai pas au bout de 6 mois connaître la principauté, ni complètement la comprendre. Donc sans la connaître ou complètement la comprendre, ne serait-ce que par bribes, qu'est-ce que vous avez compris à ce stade? Que c'est compliqué? Que c'est complexe, bien évidemment. Je dirais que la relation de l'État avec la population, avec la communauté monégasque, n'est sans doute peut-être pas la même que celle à laquelle j'étais accoutumé en France lorsque j'étais préfet. De même, les rapports dans le fonctionnement de l'État lui-même en son sein entre les fonctionnaires et le ministre d'État ne sont peut-être pas forcément les mêmes. C'était comment avant et c'est comment ici? Ici, ce qui compte beaucoup, mais d'une certaine façon, comme dans les départements français méridionaux, c'est la relation personnelle. La relation d'abord de loyauté que l'on doit vis-à-vis du souverain, qui marque naturellement l'organisation institutionnelle de la principauté. La relation personnelle que l'on a également avec ses interlocuteurs. Cette familiarité des contacts qui est exigée par la facilité avec laquelle on est amené à rencontrer ses interlocuteurs, les monégasques, les résidents. Qu'est-ce que ça change finalement, cette proximité aussi forte? L'organisation de cette relation, elle est très personnelle dans tous les départements qui partagent la même culture méditerranéenne. Je parle de la France, mais également sans doute aussi dans la principauté,
on construit cette relation sur une relation personnelle, plus que sur une relation collective. La relation collective, je l'ai plus rencontrée lorsque j'ai été, à titre d'illustration, préfet de Bretagne, où le collectif comptait plus naturellement que la relation personnelle que l'on pouvait avoir avec ses interlocuteurs. Ça veut dire quoi, le collectif? Cette capacité à travailler ensemble, quelles que soient les opinions politiques, cette capacité, lorsque des enjeux sont importants, à pouvoir faire converger ses efforts pour essayer de faire avancer un projet, par exemple. Ici, ce sont des enjeux de personnes? Ce sont souvent des enjeux qui doivent être compris dans ce rapport personnel qui existe entre celui qui a l'autorité et celui qui éventuellement souhaite obtenir quelque chose de cette autorité. Les Monégasques, les résidents, se sont rencontrés depuis le jardin d'enfants jusqu'au lycée, ont partagé des expériences, des émotions, des circonstances. Et ça, vous n'avez pas toutes les clés de lecture quand vous arrivez. Bien sûr, mais c'est pour cela Et après, vous comprenez. Je pense qu'il y a des personnes qui ont une familiarité de leur relation qui est très ancienne. Elle peut être familiale, elle peut être liée à des amitiés, elle peut être liée à des partenariats, elle peut être liée à des relations professionnelles. Et il faut effectivement s'efforcer de décrypter ces relations parce qu'elles expliquent parfois des partenariats, des tensions à l'inverse qui peuvent survenir. J'avais pu, lorsque j'étais en Corse, lorsque j'étais à Nice, lorsque j'étais à Marseille, mesurer à quel point ces relations interpersonnelles sont importantes pour positionner le rôle de l'État et pour permettre de comprendre ce qui n'est pas forcément dans une note ou dans un dossier qui vous est préparé, mais les rapports qui existent tout simplement entre les personnes qui font partie de l'équation. Encore plus complexe qu'une équation à plusieurs inconnus, à Monaco, c'est une équation où toutes les valeurs sont connues, se connaissent parfaitement et doivent coexister dans un tout petit périmètre. Alors, monsieur le ministre, là c'est la place de la Visitation. Votre résidence est le ministère d'État et en face, le Conseil national. Comment ça se passe? J'ai l'impression que c'est toujours des relations entre chiens et chats. La Constitution nous oblige à trouver un compromis, un consensus pour permettre de faire progresser les sujets importants pour la principauté. Le Conseil national vote la loi, et notamment la loi de budget, qui permet au gouvernement de disposer les moyens qui lui sont nécessaires pour administrer la principauté et pour mettre en œuvre les projets importants. C'est son levier. C'est le levier du Conseil national pour essayer de vous amener là où il veut. Il ne contrôle pas le gouvernement, mais en revanche, il lui donne les moyens. Vous n'êtes pas responsable devant lui. Je ne suis pas responsable. Le gouvernement n'est pas responsable devant le Conseil national. Il ne peut pas vous faire tomber. Il ne peut pas faire tomber le gouvernement. Nous ne sommes pas dans une monarchie parlementaire. Nous sommes dans une monarchie constitutionnelle. Et l'équilibre des pouvoirs constitutionnels est ainsi fait que l'autorité du prince est déléguée en quelque sorte au gouvernement qui agit en son nom et sous son autorité. Et le gouvernement n'est responsable que devant le souverain et pas devant le Conseil national. Quand vous allez assister aux séances du Conseil national, vous vous dites « c'est une ressource pour moi, ça me permet de sentir le pouls de la population, la préoccupation des élus », ou bien vous vous dites « bon, ça va être long, mais je dois en passer par là, et surtout, il ne faut pas que je les maltraite trop, parce que sinon, eux vont me maltraiter au moment de la validation du budget. » Non, on n'est pas dans une logique transactionnelle. Nous sommes dans une logique qui doit être respectueuse pour le gouvernement du Conseil national, pour le Conseil national du gouvernement princier, et en comprenant les uns et les autres que nous avons besoin de travailler ensemble en bonne intelligence. Il arrive que nous ne soyons pas toujours... Vous devez par la Constitution? Nous le devons par la Constitution, parce que cette Constitution nous oblige à faire avancer les sujets dont la principauté a besoin, c'est-à-dire à trouver une forme d'accord, de consensus, pour permettre d'aller dans ce sens. Et c'est en quelque sorte à ce compromis, à ce pas l'un vers l'autre que nous amènent les institutions, et c'est l'état d'esprit qui est celui du gouvernement lorsqu'il traverse la rue et se retrouve dans l'hémicycle avec les élus, et que s'établit un dialogue qui est un dialogue franc, qui est un dialogue parfois incisif, exigeant, mais qui est naturel dans un pays démocratique où il est normal d'informer la représentation qui est incarnée par le Conseil national, mais en même temps où le gouvernement aussi a ses priorités, a ses lignes directrices,
sous l'autorité du prince, celle que le souverain fixe et que nous avons la responsabilité avec les conseillers de gouvernement de mettre en œuvre au quotidien. Pour Christophe Mirmand, à la fois préfet, diplomate et politique, la définition de la politique, c'est de savoir exprimer une vision, d'être capable de montrer le chemin. Dans votre approche de votre métier, qu'est-ce qui est le plus important ? C'est une façon de pouvoir donner du sens à de l'action publique. C'est de pouvoir, avec le gouvernement, fixer un cap pour la principauté, sous l'autorité du souverain, pouvoir fixer les grands jalons qui seront ceux de la principauté pour les années à venir. Vous avez des inquiétudes pour l'avenir ? Il y a des échéances... Quand vous voyez qu'il y a eu 200 millions d'excédents l'an dernier, mais qu'en gros c'est mare et terra, et que c'est l'immobilier. Ces recettes budgétaires, elles ont un caractère cyclique. Ouais. La fiscalité, elle évolue en fonction des grands projets immobiliers notamment, en grande partie en tout cas. Mais il y a aussi un certain nombre de défis auxquels il faut se préparer. Le vieillissement de la population, qui peut avoir des conséquences sur les caisses de retraite, sur l'ensemble des dispositifs de solidarité qui fondent aussi d'une certaine façon cette cohésion, cette solidarité de la communauté monégasque. Dans sa mission, le ministre d'État a des préoccupations à long terme, comme préparer la principauté à faire face au réchauffement climatique. Des préoccupations à moyen terme avec le développement de nouvelles activités économiques au-delà de l'immobilier, ou encore la viabilisation du système de retraite, mais il a également des préoccupations à court terme. Il s'est engagé à entreprendre des actions concrètes et à obtenir des résultats dès cette année. Cette année, nous allons faire avancer ensemble les dossiers, faire sortir des projets, faire aboutir nos engagements. Je pense à deux projets en particulier. Le centre commercial de Fontvieille, qui est un projet qui a été lancé en 2015 et sur lequel beaucoup de services, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'interlocuteurs ont travaillé. Nous devons, en 2026, je crois maintenant, concrétiser le projet, le lancer pour permettre de respecter cet objectif qui est de faire en sorte que ce centre commercial, qui est un petit peu la place du village de Monaco, vers lequel convergent tous les monégasques et les résidents, eh bien, soit un sujet, un équipement dont ils puissent être fiers en ce qui concerne leurs achats quotidiens. Et puis, c'est peut-être également aussi le centre de traitement et de valorisation des déchets. C'est un sujet sur lequel beaucoup d'heures de réunion, beaucoup de temps a été consacré, notamment au Conseil national. Et il faut que ce sujet puisse là aussi s'engager sur une phase opérationnelle. Je l'ai dit, à mes yeux, c'est une exigence de responsabilité. Nous produisons naturellement des déchets et notre responsabilité, c'est de les traiter dans la principauté et de ne pas simplement nous reposer sur des centres de traitement qui seraient situés notamment en France. C'est aussi une exigence de souveraineté parce que j'ai la conviction qu'il faut traiter ou être capable de traiter l'essentiel de ces déchets. Pas la totalité, mais l'essentiel de ces déchets, les déchets ménagers notamment chez nous, en ayant une installation industrielle qui soit performante, qui soit également exemplaire sur le plan environnemental et qui donne toutes les garanties pour ce qui concerne le bon fonctionnement qui est nécessaire pour les monégasques. Alors l'autre dossier pendant, évidemment là on est sur Monaco Info, mais c'est la question de l'audiovisuel public et de l'avenir, et même du présent de l'audiovisuel public, parce que là on se retrouve pour un pays de 200 hectares avec 2 chaînes. Oui, et le souverain là aussi m'a fixé cet objectif de pouvoir rationaliser, mutualiser. Aller vers peut-être plus d'efficience pour ce qui concerne le paysage audiovisuel monégasque, le PAM si je puis m'exprimer ainsi. Je commence à avoir à titre personnel les idées un peu plus claires sur ce qu'il me paraît nécessaire de proposer au souverain. J'ai besoin maintenant de passer à la phase, j'allais dire, de concertation avec les équipes qui sont chargées de ces 2 chaînes de télévision pour pouvoir permettre de mettre en œuvre cet objectif. Il y a la nécessité de mieux faire connaître la principauté, de produire plus d'images, plus de capacités documentaires, mais également aussi plus de production de films, peut-être de séries. Tout cela, nous avons, je pense, les moyens de le réaliser avec les compétences, avec le savoir-faire, avec les talents qu'il y a aujourd'hui dans la principauté. Je crois que si nous pouvions et si nous devons aller vers une
plus grande mutualisation. Nous pourrons le faire, j'en suis convaincu pour ma part, avec encore plus d'efficacité demain, pour montrer ce qui est fait dans la principauté, pour montrer ce qu'est Monaco à l'étranger, à l'international, et pour permettre de rendre notre pays encore plus attractif. Pour arriver à remplir ces différents objectifs, dans un contexte monégasque qu'il qualifie lui-même de complexe, Christophe Mirmand nous a confié qu'il travaillait 15 heures par jour. C'est l'équivalent des 35 heures, mais 2 fois par semaine. Pour tenir à ce rythme, encore faut-il pouvoir relâcher la pression. Vous faites du sport? J'essaie de faire tous les jours un peu de sport, Ouais. de courir un peu de temps en temps, un peu D'accord. moins ces derniers Où ça? jours. Sur le bord de mer, sur le port et jusqu'au Larvoto. Pendant des années, j'ai beaucoup aimé les sports où il y avait beaucoup d'adrénaline. Ah bon? Le parachutisme, j'ai fait 10 ans de parachutisme, par exemple, de chute libre. Et puis 10 10 ans, ans de chute libre? c'est une sensation parmi les plus extraordinaires qu'on puisse éprouver. Vous comprenez pourquoi les oiseaux chantent, finalement, d'une certaine façon, quand vous avez les 50 secondes ou la minute de chute libre, et que vous êtes en Vous équipe. prenez votre shoot d'adrénaline? Oui, un petit peu. Un peu moins maintenant, j'ai un peu moins l'occasion de le faire. Mais lorsque j'en avais Donc vous avez un plus, côté casse-cou? j'aimais bien effectivement les sports à risque. Les sports, À risque, donc il faut qu'il y ait du risque. j'aimais bien les sports où il y avait un enjeu, un engagement physique personnel. La très haute montagne, j'ai Mais beaucoup l'enjeu, pratiqué. c'est quoi? L'enjeu, quand vous faites du parachutisme, au-delà de cet instant, cette liberté, c'est que potentiellement vous pouvez y rester. Oui, Ça vous dérange pas? ça fait partie, Ouais. fait partie du risque que l'on maîtrise et qu'il faut savoir prendre pour justement se fixer un défi et se dire qu'on a d'une certaine façon aussi réussi à le franchir. J'ai été passionné de montagne pendant très longtemps, je le suis toujours mais j'en fais beaucoup moins. Mon rêve quand j'étais gamin, c'était de gravir le Cervin. J'avais vu la conquête du Cervin et je m'étais dit un jour je ferai... il se trouve que j'ai fait de la montagne et j'ai gravi le Cervin parmi d'autres sommets. Et pour moi, ça a été pendant pas mal d'années un objectif de pouvoir franchir ce cap et être en Et là, vous êtes en pleine ascension du rocher? C'est toujours un défi quotidien, bien évidemment. Le rocher, il est difficile à gravir ou pas? Surtout par la face nord. Non, je plaisante. non, je plaisante. Mais oui, ça fait partie aussi des défis, cette fois-ci professionnels. J'aime bien, d'une certaine façon, me fixer des défis, des challenges, et mesurer si je suis capable de les mettre en œuvre et de les accomplir. Vous avez compris qu'ici, vous étiez sous la protection de Sainte-Dévote. Absolument. Et pas loin de cette Rita. Sainte Rita, c'est la patronne des causes désespérées. Heureusement, on n'en est pas encore là à Monaco, mais l'expérience de Christophe Mirmand, acquise à travers ses 1000 sauts en parachute et ses expéditions dans l'Himalaya, ne sera pas superflue dans son ascension du rocher par la face nord. Ce ministre d'État aime prendre son temps, mûrir ses décisions, mais il aime aussi le risque, l'adrénaline. C'est la sensation de liberté éprouvée en chute libre qui lui a fait comprendre pourquoi les oiseaux chantent.